Merci beaucoup et en tout cas félicitations aux organisateurs, aux organisatrices pour ces 2 journées qui sont très belles et je dirais même plus nécessaires dans le contexte actuel. Alors je vais peut-être rebondir sur les 2 dernières interventions puisque c'est une table ronde et qu'on est censé jouer au ping-pong en quelque sorte. Notamment sur ce qui a été dit sur le fait que les universités finalement étaient perdues dans leur mission en quelque sorte, ou plus exactement qu'elles ne savaient plus exactement quelle était leur mission, si tant est qu'il n'y en ait eu qu'une seule, d'ailleurs, historiquement, c'est pas du tout certain. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que c'est vrai que quand on étudie un petit peu la manière dont les sciences sont censées fonctionner, je dis bien sont censées fonctionner et pas la manière dont elles fonctionnent effectivement, il y a un petit peu un modèle idéal qui est celui d'une fermeture relative des sciences, je dis bien relative, pas absolue, mais fermeture relative pour que ce qu'on appelle le champ scientifique ou le champ de la recherche puisse définir ses propres normes, alors qui sont celles de l'éthos de Merton, donc ce qu'on appelle l'universalisme, qui d'ailleurs n'est pas simplement le fait que les lois sont les mêmes pour tout le monde, c'est aussi l'idée qu'on a un moyen de les objectiver en quelque sorte. Le scepticisme organisé, c'est-à-dire la capacité à mettre en doute les affirmations de ses collègues, le communisme ou communalisme, c'est-à-dire le fait que les connaissances appartiennent à tout le monde, au fond, une fois qu'elles sont produites, même s'il faut quand même rétribuer, si je puis dire, celui qui en est le producteur, et ce qu'on appelle le désintéressement, qui est un mot très mal choisi, pour dire au fond qu'il y a un intérêt pour soi, par soi-même, de la recherche de la vérité chez le chercheur, qui donc n'est pas simplement intéressé par sa propre carrière. Bon, on sait très bien que ces choses sont un peu plus compliquées, mais globalement, c'est un petit peu les idéaux mertoniens de ce que serait la bonne république des sciences. Et c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une ouverture finalement croissante de l'université à des questions qui sont, entre guillemets, non pas orthogonales, mais différentes de celles de la question de la production de savoir. D'accord. Bon, ce qu'on a par exemple pu dire sur les questions de genre, de décolonialisme, etc., c'est pas simplement une production de vérité, c'est une demande de justice. Évidemment, les universités ne sont pas fabriquées au départ pour ni rendre la justice, ni dire qui est le bien ou qui est le mal, etc., etc. Ce qui fait qu'on a en quelque sorte un conflit, si je puis dire, de valeurs qui s'importent dans l'université. Évidemment, toutes ces questions sont parfaitement légitimes, simplement, l'arène dans laquelle elles prennent part est en quelque sorte un peu dépourvue pour pouvoir les adresser complètement. C'est-à-dire qu'elle ne peut les adresser réellement que par sa manière de faire, c'est-à-dire produire et transmettre du savoir, d'accord, alors même qu'il y a des demandes qui vont au-delà de simplement produire et transmettre du savoir. Alors ça pose évidemment des questions pour ce qu'est la fonction et la position des sciences sociales. Donc bon, je suis là en tant que représentant d'un département de recherche en sciences sociales. Évidemment, l'objet même des sciences sociales nous positionne dans une situation à la fois privilégiée et compliquée. Et je dirais même de responsabilité. Privilégié parce que, bon, finalement, nous avons à nous cogner, si vous me permettez l'expression, ces problématiques en tant qu'objet d'étude. D'accord. Ça nous intéresse de travailler sur les inégalités, quelles qu'elles soient. D'un point de vue de production de savoir, simplement, très souvent, il y a la dérive assez logique, enfin, assez logique, elle n'est pas logique, mais elle, en tout cas, tentée du passage du positif au normatif, et je dirais même du normatif au performatif. C'est-à-dire que les sciences sociales ne sont plus que des produits, ne sont plus seulement, parfois involontairement, des productions d'objectivité scientifique, mais finissent par être performatives, c'est-à-dire influencer leur propre environnement du fait même qu'elles existent, et qu'elles énoncent des phénomènes, des faits, etc. Alors ce qui fait
que la neutralité axiologique, qui était brandie par Weber, est une notion compliquée à manier en réalité, puisqu'il y a une demande au fond d'honnêteté intellectuelle pour produire de l'objectivité, alors même qu'on sait très bien que les énoncés que l'on va avoir vont être, on dirait, interactifs. C'est-à-dire que même si on veut être le plus honnête possible, ça va avoir des effets sur la société. Donc finalement, ça veut dire qu'on est obligé d'assumer une certaine responsabilité de notre parole dans l'espace public et savoir exactement quelle est notre place. Savoir quelle valeur on met en avant. Donc évidemment, la liberté académique en fait partie, puisque sans elle, il paraît très difficile de mettre en œuvre les normes de Merton que j'ai énoncées précédemment. Voilà. Et en même temps, on sait qu'en produisant des vérités, ça va avoir des effets. Alors je vous donne des exemples triviaux, hein. Je vais prendre, je suis économiste, alors bon, c'est des trucs qui peuvent faire plaisir, qui vous intéressent peut-être pas, donc j'en sais rien. Bon, il y a différentes théories économiques du chômage, d'accord. Par exemple, vous en avez une qui énonce que bon, ben, une partie du chômage s'explique par le choix des chômeurs de ne pas travailler parce que finalement ils trouvent des emplois qui sont pas assez rémunérés sur le marché du travail et que c'est un calcul intéressant d'utiliser des allocations de chômage pour attendre plus tard. Bon, alors vous pouvez mesurer si c'est vrai ou faux, d'accord, mais que ce soit, admettons que ce soit vrai ou faux, vous voyez bien que l'énoncé de cet énoncé lui-même est en soi quelque chose qui va avoir politiquement un impact, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. Donc ce qui va impliquer pour nous quand même une position tout à fait spécifique, qui n'est pas très simple. Donc déjà ça a plusieurs effets, c'est évidemment le fait que ça va être très difficile de mettre les valeurs de côté. Disons qu'il faut arriver à les mettre de côté à un moment donné de l'analyse, c'est-à-dire quand on veut regarder les choses, si je puis dire, objectivement, ça va supposer que ce soit le terme approprié, et puis mettre en œuvre tout un tas de méthodes, évidemment, qui limitent les biais. Hein. Bon, vous savez qu'on a des biais de conformité. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à regarder que ce qui confirme ce que vous pensiez au départ, et inversement, tous les contre-exemples, vous avez tendance, inconsciemment, à les mettre de côté. Voilà, hein. On est humain. Bon, et il y a tout un tas de choses pour limiter ça. Aussi, il y a une attente, si je puis dire, d'une éthique de la recherche, où on est honnête, qui n'est pas très simple, toujours. Hein, je veux dire, surtout quand on a le contexte actuel qui nous pousse finalement à une compétition toujours plus grande entre chercheurs, à devoir montrer qu'on fait la course à la publication de façon plus efficace que les autres. Donc vous allez avoir une tendance, par exemple, à l'exagération de certains résultats. Il y a des choses qui se mesurent, par exemple, dans les sciences médicales, où on sait que les premières études, en général, ont tendance à vous donner des tailles d'effets qui sont considérables, alors qu'en répliquant 25 fois les expériences, on se rend compte que, bon, bah, finalement, c'était peanuts, quoi, hein, entre guillemets. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une question qui sont les conditions sociales qui permettent à l'université de fonctionner sur ses valeurs, je vais dire ça comme ça, tout en étant en partie ouverte. Donc je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rallet sur le fait qu'il va falloir donner des conditions économiques et s'allier en quelque sorte entre universitaires pour assurer cette autonomie. Alors là je ne mets pas au sens de la loi d'autonomie des universités sur laquelle nous étions tous les deux, je me rappelle quand j'étais jeune chercheur, en train de pester, mais une autonomie réelle, et ça me fait... et ça m'amène finalement à cette question de... Finalement, les relations avec le privé, elles peuvent se passer de différentes façons. Évidemment, bon, si vous avez... je sais pas, si l'entreprise était... Pardon, j'ai lapsus révélateur. Si l'université était une entreprise privée, évidemment, ça nous poserait tout un tas de difficultés qui ont été déjà énoncées. Ça ne veut pas dire qu'aucune relation avec le privé ne soit possible. Bon, par exemple, on pourrait se dire,
une entreprise a pas envie de travailler avec des gens devant SHS. Alors, je peux vous donner des exemples où c'est pas du tout vrai cette affirmation. Moi, j'ai encadré une thèse sur, alors écoutez bien, la sociologie des propriétaires d'animaux de compagnie, avec une entreprise qui est connue à Limours, qui est une assez grosse multinationale, et ils sont allés, mais ils étaient très sympathiques, ils étaient curieux en fait. Donc en fait, il faut parfois un petit peu se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Une thèse CIFRE est une vraie thèse, par exemple. Alors je ne sais pas en philosophie, mais on peut faire des vraies thèses CIFRE, oui, c'est pas impossible. Après, ça suppose des négociations. Enfin, tout ça pour vous dire que ça dépend comment on négocie ces frontières, en fait. C'est définir les bonnes frontières et être capable de les maintenir à bon escient. Ça m'amène à un dernier point, et je sais que je parle trop, c'est pour revenir finalement à la thématique du colloque, qui est la liberté académique, et un certain nombre de choses qui ont été dites. Finalement, la question des droits, ou du droit, doit aussi se poser à partir de la capacité à le mettre en œuvre, à son effectivité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on clame la liberté académique et qu'on ne met pas en œuvre les conditions financières pour qu'elles soient appliquées, de la même façon que pour d'autres droits, vous ne mettriez pas en face, si je puis dire, les policiers pour faire appliquer le code de la route, eh bien, c'est bien gentil, mais ça ne fonctionne pas. Donc il y a cet enjeu-là aussi, et on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, finalement, en laissant, si je puis dire, le budget se déliter, alors en même temps il dit qu'il met de l'argent sur la table, mais il met de l'argent sur la table d'une certaine façon. Donc, voilà. Eh bien, ça remet en cause l'effectivité de nos libertés réelles et non simplement des libertés formelles. On prend une terminologie de certains temps. Voilà. Je clôt mon monologue beaucoup trop long.